Qu'ont en commun le défilé du Val de Travers, le Trail de l'Absinthe et le Swiss Canyon Trail? C'est le même événement créé en 1994 qui a changé de nom au fil des décennies. C'est avec la volonté de mettre en avant la région du Val de Travers et son terroir que Patrick Christina et une poignée d'amis ont lancé la course il y a déjà 30 ans. Parti de rien, la course avait réuni 300 participants pour sa première édition. Cette année, en 2024, c'est la barre des 3000 inscrits qui pourrait tomber. Si le nom a changé, la passion qui anime ses organisateurs et surtout le président du comité qui est présent depuis la première édition ne s'est jamais tari. Cet événement fédère de nombreuses associations autour de lui et c'est peut-être une des raisons qui explique qu'il a réussi à perdurer dans le temps. Une autre explication pourrait être le positionnement et la distance par rapport à d'autres événements que la course a pris. C'est comme ça que le Swiss Canyon Trail et d'autres courses dans le monde ont décidé elles aussi de créer leur World Tour, mais en prenant une toute autre philosophie. Je vous emmène aujourd'hui à la rencontre d'un passionné qui a réussi à faire bouger plusieurs générations de familles. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans Au-delà du mur, le podcast dédié à tous les passionnés de l'asphalte, de la nature ou de la piste. Ici, nous allons explorer les recoins de l'univers de la course à pied, que vous soyez novice ou que vous ayez déjà plusieurs dossards à votre actif. Au fil des épisodes, nous plongerons au cœur de la préparation physique et mentale, nous décortiquerons les secrets d'une nutrition équilibrée et nous nous pencherons sur les enjeux cruciaux de la santé pour vous permettre d'atteindre vos objectifs en toute sérénité. Si vous recherchez des avis d'experts, des témoignages de sportifs, des conseils pratiques pour vous aider à améliorer votre condition physique, à renforcer votre mental et à optimiser votre alimentation, tout ça dans la bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Prenez une profonde inspiration, relâchez toutes les tensions, votre voyage au-delà du mur commence ici. Patrick Christina, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir chez toi, Neuchâtel. Avec plaisir, grand plaisir. Je commence à me dire que cette région, elle a quelque chose contre moi. C'est la deuxième fois que je viens, il fait la même météo. Ah, mais ça, c'est une météo qu'on a avant le mois de juin. On essaye de vider le pot de chambre dans le mois de mai pour que juin, on ait des super conditions pour le Swiss Canyon Trail. Ah, c'est une habitude, donc, ce genre de climat à cette période? C'est stratégique surtout. Pour les personnes qui ne savent pas qui est Patrick Christina, est-ce que tu nous ferais un CV? Alors un CV par rapport au sport, moi je viens du ski nordique. C'est là que j'ai fait un petit peu mes premières armes dans tout l'aspect de Suisse romande, de Suisse notamment aussi. Et puis au fur et à mesure, je suis venu sur les courses longue distance, aussi bien course à pied, VTT et autres, parce que c'était aussi le fruit des entraînements pour le ski de fond. Et puis à un moment donné, eh bien, on passe gentiment de l'autre côté de la barrière entre sportif ou sportif et puis arriver dans la partie de l'organisateur. Et c'est un peu comme ça que j'ai fait la transition à ce niveau-là. Ok, ski nordique, ski de fond, donc, Oui. etc. Et tu as eu des sélections en équipe nationale ou c'était plutôt régional? Alors non, moi j'ai toujours été entre la limite du régional et du national, donc voilà, on peut dire ni bon ni mauvais entre deux, les fesses de Jèvres comme on disait, mais voilà, ça m'a permis une belle école de vie, puisque depuis l'âge de 10 ans, j'ai mis les pieds là-dedans jusqu'à environ 24-25 ans. Et puis où c'était en exclusivité vraiment ce qui me faisait triper à ce niveau-là. Mhm. Et tu parlais de la progression, enfin de l'évolution vers la course à pied, la course de longue distance, et puis la partie plongée dans l'organisation comme une évidence. Mais est-ce que c'était si évident que ça, qu'un jour ou l'autre, tu allais te lancer dans l'organisation d'une manifestation? Alors, si évidence, oui, c'est passé par une évidence, dans le sens que un soir, en rentrant d'une longue sortie à pied, j'ai sorti une carte topo pour voir un petit peu par où j'avais passé. Et je me suis dit, c'est tellement génial, c'est tellement top qu'il faut absolument que je trace un parcours pour faire une course, pour montrer un petit peu les différents spots les plus sympas du Val de Travers à cette époque-là.
et puis d'en faire quelque chose qui soit vraiment chouette, quoi. Et c'était quoi le contexte de l'époque? Parce que je rappelle quand même que le Swiss Canyon Trail va connaître sa 29e édition. Donc la première, tu me le disais avant, en 1996. C'était quoi le contexte des courses à l'époque, avant l'UTMB? Il y a eu plusieurs évolutions, hein, parce que ça s'appelait des ultramarathons à l'époque, parce qu'on a plusieurs tendances, hein. Il y a la tendance qui venait du côté suisse alémanique, qui était les marathons alpins, qui se faisaient en conditions légères, comme on dit, un short t-shirt, et puis il y avait des postes de ravitaillement tous les 5 kilomètres. Et c'était vraiment une performance physique en soi, il fallait courir tout le long, voilà, il y avait des cuts qui étaient assez serrés. Puis après, on a eu la tendance qui est venue un petit peu plus de la partie française, avec des trails qui se disaient, ben voilà, on peut faire quasi 80% du temps, on peut faire de la marche, puis de temps en temps on court. Et puis, ben, un petit peu ces deux aspects se sont confrontés à la hauteur de la Suisse romande. Et pendant un moment, eh bien, la Suisse romande était un petit peu justement entre deux tendances, entre la tendance de ces marathons alpins et la tendance du trail dans lequel on devait avoir un sac à dos, d'avoir un petit peu du matériel avec soi pour pouvoir passer 10, 12, 15 heures, 20 heures dehors à faire un événement de sport, quoi. Mhm. Donc tu traces ton premier parcours pour faire découvrir le Val de Travers. Est-ce qu'il s'appelait déjà le Swiss Canyon Trail la première fois ou pas? Alors non, au début, ça s'appelait le défi du Val de Travers. Parce que c'était vraiment ça, c'est un défi qui faisait 73 km. Et puis, la région, eh bien, l'idée c'était de passer par les 10 points les plus touristiques de la région, les 10 spots vraiment les plus cool. Et puis, on avait sorti ce nom, défi du Val de Travers. On s'en est suivi quelques années après, 5 6 ans après, parce qu'on avait pas mal d'étrangers qui venaient à gauche à droite. Ça s'est appelé le défi international du Val de Travers. Et puis, à l'époque de l'absinthe, quand on parlait de faire une AOC ou une AOP de l'absinthe, avec différents politiques, il y avait eu justement cette idée de faire... on, la course, elle avait déjà son nom, elle avait déjà une brillance au niveau international, et puis on disait, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire le trail de l'absinthe? Parce que ça tourne vraiment autour du Val de Travers, et puis on a changé ce nom avec le trail de l'absinthe. Qui était porteur entre guillemets parce que au niveau international, bah, tout le monde connaissait l'absinthe, mais de savoir d'où il venait c'était un petit peu plus compliqué. Par contre, de l'autre côté qui est un petit peu plus négatif, on a pas mal de partenaires, de sponsors qui nous racontaient, nous disaient que non, on peut pas nous sponsoriser un événement sportif dans lequel on parle de l'alcool, quoi. Donc rapidement, on a été un petit peu dans ce clivage entre deux, jusqu'au moment où on a décidé de dire, bon ben ok, maintenant on va trouver une autre option, et c'est là qu'est né le Swiss Canyon Trail. Hmm. Plusieurs vies avec plusieurs influences quand même, mais c'était quoi qui était recherché? Alors tu as parlé des 10 points les plus fantastiques ou les plus intéressants au niveau du Val de Travers, mais qu'est-ce que tu recherchais à apporter en créant cette manifestation initialement? Alors c'était vraiment ça, bah, encore une fois, par l'habitude de faire des longues distances, de course à pied, ben, pour les entraînements de ski de fond. Alors la course à pied en soi est déjà extraordinaire. De plus, en le faisant en pleine nature, il y a tellement d'endroits différents à pouvoir découvrir, qui sont des spots qui sont top. Et puis après ça, c'est le partage. Je vis beaucoup justement dans le partage des choses. Et puis, c'était pas de garder ça pour moi, de garder ces trips pour moi, c'était de dire, ben voilà, on a quelque chose qui est top, on a une vallée verte, et vraiment dans des milieux qui sont privilégiés, donc faisons découvrir aux autres cette partie-là de la Suisse, quoi. Hmm. Et sur ces 29 dernières années, donc on a quand même la chance d'avoir un des membres fondateurs de l'événement. Enfin, vous étiez combien déjà au départ de cette manifestation pour l'organisation? Alors, bah, j'étais le fondateur principal, et puis derrière, il y avait 5 personnes. Il y avait 5 personnes qui étaient à la base de l'événement la première année en 1996. Et puis à ce moment-là, eh bien, à 5, on faisait tout.
aussi bien les inscriptions, bureau des courses, les dossards, le ravitaillement, le balisage, on faisait tout. Mais étant donné qu'on n'avait pas d'argent, parce qu'à ce moment-là, personne ne voulait croire à des événements de 70, 75, 78 km, on était obligé d'organiser le vendredi soir des concerts. Et puis, la course partait le samedi matin. Donc, pendant 3 ans, c'est les concerts qui nous ont amené de l'argent pour pouvoir payer les factures de la partie sportive. Et vous les avez maintenus, ces concerts? Alors non, à un moment donné, il a fallu quand même trouver des options parce que ça faisait beaucoup, beaucoup trop de travail. Et pour une première année, cette année, c'est de nouveau un gros concert qu'on va mettre en place, c'est-à-dire vraiment un show, un spectacle qui sera en place pendant 4 heures non-stop, depuis 20 heures à minuit, pendant que les coureurs vont arriver sur la ligne d'arrivée. Donc il y aura le show, le spectacle, la ligne d'arrivée. Vraiment, on cherche une ambiance qui soit super, super sympathique. Ouais. Et au niveau des participants, tu disais que vous étiez 5 pour organiser la première édition. Il y avait combien de participants? Dans la première édition, on avait fait pas mal de publicité, puis il y avait environ 300 personnes. Quand même, ouais. Et à l'époque, je me souviens, eh bien, il y avait 3 Neuchâtelois qui faisaient les 73 km à l'époque. Et puis, on s'est amusé à voir ça il y a 2 ans en arrière sur Ferreur. Et au départ des 111 km, il y avait 63 Neuchâtelois au départ des 111 km. Donc, on voit quand même qu'en 27-28 ans, il y a une évolution assez incroyable de ce milieu-là. Et l'autre aspect qui était absolument fantastique pour moi, et c'est vraiment dans le partage, c'est que les premiers petits loups, on a toujours fait une course de jeunesse pour les enfants. Et les premiers petits loups qui étaient là en 1996, qui avaient 2 ou 3 ans pour faire le parcours animation, qui faisait 250 ou 300 mètres, eh bien, j'ai les premiers qui s'inscrivent maintenant sur 111 km, qui à l'époque avait fait le défi jeunesse sur 300 mètres. Donc on est assez fiers de ça. Ça met quand même quelque chose, une certaine, on va dire, éducation sportive, où il y a quand même un trail dans notre région d'un niveau international plus, avec une notoriété énorme. Et beaucoup de Neuchâtelois maintenant participent à cet événement d'une manière ou d'une autre parce qu'au fur et à mesure, ils évoluent. Ils passent de 16 à 30, à 50, à 80, à 111 km. Et puis, voilà, puis l'année prochaine, normalement, les 166. Donc tu parlais de la course jeunesse, donc ces jeunes qui s'inscrivent cette année aux 111 km. Au niveau de l'adhésion de la population à cette course, est-ce que ça a été quelque chose d'immédiat ou pas forcément? Vous avez attiré d'abord les gens de l'extérieur et puis ensuite les gens de l'intérieur? Alors ça dépend pourquoi. Pour travailler, pour être avec nous, je crois que le Val de Tavers a adhéré hyper rapidement au projet. Et très rapidement, on a mis en place un concept dans lequel les sociétés locales participent avec nous à l'événement. Donc c'est du donnant-donnant. D'un côté, eux nous fournissent du travail et de l'autre côté, nous, eh bien, on arrive avec des parts de rémunération pour ces clubs. Et puis, ça fait 30 ans que ça fonctionne comme ça fait 30 ans qu'on collabore ensemble. Et puis, sincèrement, c'est ça qui nous fait l'âme de la course. C'est absolument incroyable, mais c'est eux qui font l'animation, c'est eux qui encouragent les coureurs, c'est eux qui ont une aptitude plus que positive, c'est assez fou. Ouais. Et ce qui fait que des 5 personnes initialement au départ pour le comité, vous en êtes à combien maintenant? Au comité, aujourd'hui, des comités directeurs, il y a 15 personnes et on a environ 600 bénévoles. Voilà, avec des personnes qui sont en coordination justement systématique en permanence avec les sociétés locales. Exactement, c'est-à-dire qu'on a notre responsable des sociétés locales on voit tous les responsables de sociétés locales 2 à 3 fois par année
pour des briefings, pour une organisation générale, pour remettre le cahier des charges à jour de ce qu'on aimerait, ce qu'on voudrait, ce qu'on propose. Certaines fois, des sociétés sortent, d'autres rentrent. On a une formation aussi à ce niveau-là. Il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place pour que vraiment ça puisse fonctionner. C'est devenu en fait une immense machine, ce Swiss Cannon Trail. Ouais, c'est devenu une immense machine parce qu'aujourd'hui, eh bien, il y a plus de 20 sociétés locales qui collaborent avec nous et on distribue plus de 40 000 francs de donations à ces sociétés locales d'une même région. Donc, c'est venu quelque chose qui est assez lourd, mais quelque chose dans lequel on est très fier parce que ça s'est vraiment construit. Ça veut dire que oui, ça n'a pas toujours été facile, oui, on n'a pas toujours eu les inscriptions au rendez-vous du travail accompli, oui, mais toujours les bénévoles, toujours les gens, les habitants de la région, les sociétés locales nous ont toujours soutenus. En disant, oui, c'est vrai que le job qu'on fait, qu'on ait 500 personnes ou qu'on en ait 3000, somme toute, ce serait la même chose. Mais à l'heure actuelle, on n'en a que 500. Ok, d'accord. Mais c'est pas grave, on est là. Et puis aujourd'hui, quand on tutoie les 3000 personnes, eh bien, on arrive gentiment, donc à force d'abnégation, à force de positivisme, à force de vraiment de se remettre tout le temps en question, eh bien, on arrive gentiment à trouver le bon filon pour arriver dans quelque chose de bien qui répond aux exigences des coureurs et puis qui satisfait les collaborateurs autour de nous, les sociétés locales, le comité, les politiques, la population, le tourisme et consorts. Quand tu regardes les 28 éditions écoulées, on va être à la 29e, mais quand tu regardes toutes ces éditions qui sont écoulées, c'est quoi qui a le plus changé selon toi par rapport aux premières éditions? Parce que là, effectivement, on a quand même l'impression que si du jour au lendemain on devait supprimer le Swiss Cannon Trail, il y a passablement de monde qui se retrouverait un peu démuni. Alors il faudrait qu'ils trouvent des solutions pour déjà récolter des moyens. Il y a toute une activité quand même qui s'est mise en place. Donc quand toi tu fais un petit bilan là comme ça, tu n'étais pas prêt à cette question, mais si tu fais un bilan 28 éditions écoulées, qu'est-ce que tu penses que cette manifestation aura apporté? Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça a été en permanence dans l'évolution. C'est-à-dire que au début, c'était une équipe de potes. Notre volonté, c'était de faire découvrir la région. Donc, c'était une histoire d'image et on va dire entre guillemets de tourisme. Après, gentiment, ça s'est construit. On arrivait à construire quelque chose qui apporte quelque chose au club, notamment. Donc, on l'a vu, l'année où on était obligé d'annuler l'édition du Covid de 2020, eh bien, on a des clubs qui sont venus vers nous en nous disant nous, on est dans la gadoue cette année parce que le montant que Swiss Canyon nous met à disposition nous servait à payer un local à raison de 200 francs par mois ou des choses comme ça. Et du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Donc, on voit qu'on a construit quelque chose à ce niveau-là. On voit qu'on a construit aussi quelque chose, comme je disais, en termes de la jeunesse, parce que la jeunesse fait le défi jeunesse, puis après ils se mettent sur une petite distance, et puis ils évoluent, puis c'est un objectif, c'est un but, papa le fait, maman le fait, grand-maman l'a fait, grand-papa l'a fait, et voilà. Et ça reste quelque chose dans une continuité. Et donc ça, à ce terme-là, on est aussi quelque chose de très fort. Après, on apporte quelque chose de très très fort aussi au niveau du tourisme de la région, de l'image et du tourisme de la région, du canton de Neuchâtel aussi, puisque aujourd'hui on avoisine gentiment les 2000-2500 nuitées. On apporte un budget de visibilité du Val de Travers du canton de Neuchâtel qui est proche des 60 à 70 000 francs par année. Donc la promotion de l'événement via des images, via justement des podcasts, d'Instagram, de newsletters, du site internet, des vidéos et consorts. Donc tout ça évolue gentiment. Donc, dire aujourd'hui qu'il y a un spot qui a rapporté plus qu'un autre, ou en tout cas qui est l'image ce sera assez compliqué, je crois. Et ça continue toujours aujourd'hui d'évoluer, puisque on agrandit le circuit, notamment avec le 100 miles qui va passer beaucoup plus sur le canton de Vaud. Et bien aujourd'hui, on a justement des clubs du canton de Vaud qui nous rejoignent. On essaye de faire quelque chose pour la convivialité et vraiment pour un ensemble de personnes et non pas pour l'argent. Et puis ça, c'est vraiment quelque chose que je martèle
Oui, l'événement doit fonctionner, c'est clair. Mais contrairement à une célèbre marque française de 4 lettres qui se passe autour du Mont Blanc, eh bien, pour moi, ça c'est la pollution, c'est la pourriture du capitalisme par son excellence. Et puis on veut absolument niquer les coureurs, leur piquer le maximum de pognon, puis ça s'arrête là. Nous, peut-être ce qui fait que 30 ans après on est toujours là, c'est qu'à la base, nous, ce qu'on veut faire, c'est d'apporter le maximum de plaisir à nos coureurs et puis faire en sorte que ça tourne. Point. Qu'est-ce qui fait que Patrick Christina a encore envie de se remettre le pied à l'étrier pour une 29e édition et du coup pour une 30e édition en 2025? Une grosse part d'inconscience, ça c'est sûr. Non, écoutez, je me pose bien souvent cette question, de dire 30 ans après, qu'est-ce qui fait que je sois toujours là, qu'est-ce qui fait que je suis toujours autant motivé. Alors motivé, c'est que vous avez un groupe de 15 personnes bénévoles comme moi à la tête du comité. Donc c'est une super ambiance, on se voit une fois par mois, on fait notre comité qui dure 1h30, 1h45, on mange ensemble, on partage, on discute, on dialogue, on évolue. Donc ça c'est quand même un super moteur aussi, le comité a évolué en soi. On a passé à un comité qui était des 3 ou 4 potes, à tout d'un coup des comités de gens qui faisaient leur job, puis voilà. Et puis maintenant à des gens qui sont totalement impliqués et puis qui viennent avec des solutions, des idées, des volontés. Donc ça, c'est un moteur de motivation. Et puis après, voilà, on a changé de nom, on a changé de parcours, on a fait évoluer les parcours. Et puis comme là, cette année, l'année prochaine, on a la 30e édition. 2026, on a postulé pour les championnats d'Europe de course trail et course de montagne. Donc c'est vrai qu'on est dans quelque chose qui évolue en permanence. C'est un moteur d'enthousiasme et de motivation assez fou. Par rapport aux 300 premiers participants de la première édition, donc tu disais que vous vous approchiez progressivement des 3000. Alors c'est facile, c'est 10 fois plus. Mais au niveau structure, est-ce que ça tient toujours? Alors tu disais que l'année prochaine, vous allez partir dans le canton de Vaud. Alors, ça va vous offrir un terrain de jeu supplémentaire, mais c'est des contraintes également supplémentaires au niveau de la logistique. Donc, est-ce que vous allez... Enfin, la question, c'est peut-être combien de temps est-ce que vous allez réussir à tenir sous le format actuel du bénévolat et à partir de quel moment est-ce que vous allez mettre les gros muscles et puis mettre les burnes sur la table. Voilà, exact. Et puis, pour, alors, pas professionnaliser la chose, parce que j'imagine que tu résistes pas pendant 30 ans si tu es un amateur, mais dans le sens où arrive bien un moment où tu disais que tu es un bénévole, donc ça veut dire que tu travailles quand même à côté pour payer tes factures. Donc, pendant combien de temps est-ce que tu penses que tu vas réussir à tenir comme ça? Alors les burnes sur la table, ça fait un moment qu'elles le sont parce qu'elles sont un peu sujettes à la météo aussi. Hein. Si c'est bien, c'est bien. De temps en temps, ils ont eu chaud parce qu'on était plus près du déficit que d'autres choses. Mais je dirais que là, comme cette année où on flirte avec les 3000 participants, on est un petit peu à la limite du bénévolat. Donc les 15 membres du comité travaillent quand même assez fortement durant toute l'année et gentiment il est clair que ça sera des choix à voir. Ça sera aussi des choix au niveau de la politique du canton de Neuchâtel par exemple, de savoir à quelle hauteur ils aident une manifestation comme celle-ci qui va engendrer 3000 à 3500 nuitées par année dans la région. Donc ce soutien financier des politiques va être crucial. Et puis après de nouveau les partenaires, les sponsors, tout ça est aujourd'hui à la limite. On a souvent mis en avant qu'on avait la structure pour accueillir 3000 personnes et on en avait 5, 600, 800, 1000, 1500. Et puis à chaque fois, on a une petite frustration en disant de toute façon, c'est le même job pour ça. Tandis qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que ça y est, on y est dans les 3000. Et puis cette année va être une bonne année test parce que voilà, on atteint cette limite qu'on n'a encore pas atteint jusqu'à présent. Donc cette année, on a plus de 60% d'inscriptions en plus que l'année passée. Et puis l'année prochaine, un jubilé, donc on sait qu'on va tutoyer les 3000, 3002, 3500 personnes, voilà, et qui, à mon sens, c'est la limite que je vais accepter sur cet événement-là, parce que au-delà de 3000, 3500 personnes, je n'irai pas et je ne souhaite pas aller.
parce que je veux absolument garder la qualité de l'événement, aussi bien sur les sentiers. Je déteste voir des gens qui font la file, le petit train pendant tant de temps, c'est la galère au bureau des courses, ou c'est, voilà, et ça je déteste. Donc voilà, je pense que notre fourchette, on la connaît aujourd'hui, entre 2500 et 3500 personnes, c'est là qu'on va se situer, puis qu'on va rester. On ne veut pas du sport business, c'est exclu. Tu disais plus 60% par rapport à 2023. Qu'est-ce que vous avez fait différemment par rapport à l'année dernière? Alors 2023, dans pas mal de courses, ça a été un petit peu le rebond. C'est-à-dire, on a eu 2020, c'était off. 2021, tout le monde s'est remis un petit peu à la course à pied, en repartant, en regardant. Beaucoup en 2021 sont repartis sur les mêmes bases que 2019, puis se sont perçus, oh tiens, j'ai 2 ans de plus, j'ai pas fait de sport pendant une année, je partais la fleur au fusil pour faire 50 bornes, je m'aperçois que 25, ça sera le bout du monde. Pas mal de gens se sont remis en question, puis 2022 a été un petit peu une zone, c'était un peu le rebond, mais dans le mauvais sens. Et puis à partir de là, on a vu que pas mal de gens se sont repris en main. On commençait de se rentraîner. Les jeunes sont revenus assez forts. Et puis cette année, c'est un peu une année record sur plusieurs événements dans lesquels voilà, on passe un petit peu de 2019 à 2024 dans une progression en oubliant qu'il y a eu au milieu 20, 21 et 22. Dans le contexte actuel justement des courses, donc tu disais effectivement 2022 c'était une année où il y a passablement de courses qui ont eu un nombre d'inscrits qui était vraiment extrêmement faible, et même moi quand j'entendais le discours qui disait que les gens ils avaient pris l'habitude d'aller s'entraîner différemment avec des amis etc, et que c'était entre guillemets la fin des courses, moi quand j'ai entendu ça je me suis dit c'est vrai c'est la fin des courses, mais en fait j'ai recommencé à m'inscrire à des courses cette année, donc si tout le monde a fait la même chose j'imagine que c'est pareil, mais comment continuer à croître quand justement le nombre d'ultras, alors avant c'était les courses des ultras à distance en montagne, mais maintenant des ultras c'est presque devenu le standard, il y en a partout, chaque village organise son ultra, donc qu'est-ce qui fait que vous arrivez à tirer votre épingle du jeu? Alors, je pense que justement, c'est notre force. Ce qui a fait notre force, c'est qu'on a toujours été vraiment à la rencontre du besoin du public, de l'évolution du public, et puis essayer de se mettre vraiment dans la ligne de ce que les gens voulaient ou aimaient. Donc, il y a eu encore une fois différentes phases. Il y a eu des phases de kilométrage. Les 73, 75, 78 kills, c'était à un moment donné une distance absolue. Après, on a passé sur du 100 kills. On a rapidement passé sur du 300, 360 kills. Puis là, gentiment, on a vu que c'était pas voilà. Donc, il faut aussi beaucoup écouter un petit peu ce qui se passe à l'extérieur. Et puis, nous, on a cette possibilité, cette faculté de réagir très très vite. Et puis, on a été en permanence à l'écoute de tout ça, de par nos collègues, voilà. Et puis après, aussi souvent novateurs et précurseurs, typiquement dans la publicité. Il faut savoir que le Swiss Canyon, c'est une des premières courses qui était sur le marathon de Paris à l'époque, en 1996-97. Il y avait 3 courses dans une tente, qui était la tente qui accueillait les marathoniens pour le marathon de Paris. À l'époque, je crois qu'il y avait 8 à 10 000 personnes maximum. Et puis, on était 3 ou 5 courses qui distribuions des flyers. Et le défi du Val de Travers à l'époque faisait partie de ces courses, avec le marathon du Médoc, avec différentes choses. Donc c'était précurseur, novateur, il fallait avoir vu un petit peu les choses avant. On était une des premières courses à être présent sur UTMB quand ils ont démarré il y a 20 ans, avec un stand sur place à l'époque. La tente était encore en dehors du village. Et voilà, on était les premiers à se faire voir, à se montrer. Donc voilà, par contre, on est aussi les premiers à sortir de Paris, sortir du TMB, quand ça devient la foire aux bestiaux, et puis en fait on veut juste s'occuper de vous tirer du pognon, et puis vous êtes 100, 120, ou je crois que ça arrive maintenant à 150 courses à Paris, en fait, ça ressemble à plus rien du tout. Enfin, il n'y a aucun argument qui fait que c'est vous plutôt qu'un autre. Donc c'est du temps perdu, c'est de l'argent perdu, ça sert à rien. Par contre, on a investi depuis 2 ou 3 ans vraiment dans les réseaux sociaux, dans Instagram, dans différentes choses, avec des influenceurs, avec des gens qui nous suivent, avec un post à 20% qui a été créé pour une société commerciale de communication.
Et ça me paraît être important maintenant pour vraiment faire du bon job et toujours être à l'écoute des gens. Voilà. Qu'est-ce qu'ils demandent, machin, moins de goudron, on recherche notre parcours, est-ce qu'on peut grappiller ici, là, un peu plus de dénivelé, ok, d'accord, on regarde si on peut pas rajouter un petit peu, trouver un peu mieux, plus facile, plus technique, moins technique, plus facile. Voilà, on travaille à fond sur ça tout le temps. Mm. Et un des axes aussi que vous avez mis en avant, alors c'est le côté durabilité. Alors tu parlais de sortir de Paris, sortir du TMB. Ça reste quand même une course qui a une portée internationale, mais vous restez quand même des personnes locales. Vous faites partie de certaines associations, enfin vous avez adhéré à certaines associations comme le TTT ou le WTM, donc le World Trail Major. Alors c'est la première fois que j'entendais ce terme-là aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous présenter quelle est cette association? Alors, c'est quelque chose qui s'est fondé novembre de l'année passée, 2023. On a créé, c'est un World Tour simplement qui reprend un petit peu le World Tour des années passées. Donc, on a créé ça à 10 courses, donc avec le Mont Fuji, il y a les États-Unis dedans, l'Angleterre, la France, l'Espagne, le Portugal, voilà. Et puis, l'idée, le fondement même de ce World Tour, c'est vraiment de défendre les produits régionaux, donc la régionalité des courses. Il n'y a rien de plus désagréable et de rien de plus anonyme que de voir une ligne d'arrivée aux 4 lettres françaises du Mont Blanc, dans lequel vous avez, peu importe où vous êtes dans le monde, c'est toujours la même ligne d'arrivée. Ils ont totalement écrémé les bénévoles, donc il n'y a plus aucune âme, il n'y a plus rien du tout. Et ce World Trade Major défend ça, c'est que quand vous êtes au Japon, vous êtes avec une ambiance, une organisation japonaise. Donc il y a avec les biens, les moins bien, ce qu'on veut. Donc on se laisse aller avoir une organisation dans laquelle on va pour faire un trail et être dans l'ambiance. Vous êtes à Madère, vous avez l'ambiance de Madère. Vous êtes aux îles Canaries, vous avez l'ambiance des îles Canaries. Vous êtes au Grand Raid des Pyrénées, qui est partenaire aussi, vous êtes dans les Pyrénées avec l'ambiance des Pyrénées. Donc ça, c'est la vraie identité du trail et ce dont on doit absolument se défendre et ce dont les trailers doivent se défendre, c'est de ça. C'est pas d'astreindre le fait d'aller sur des courses qui vous coûtent 4 fois la finance d'inscription et dans lequel il y a, ça ressemble à plus rien, quoi. C'est rien, c'est anonyme, vous pouvez fermer les yeux, vous êtes au Japon, vous rouvrez les yeux, vous êtes en Nouvelle-Calédonie ou je ne sais pas où. Et puis, en fait, c'est toujours la ligne d'arrivée, c'est toujours le même départ. Puis, il n'y a rien qui change, et puis c'est tout. C'est vraiment le côté excès. C'est vraiment le côté excès du sport business, peut-être, de vouloir justement se dire qu'on peut aseptiser une course, une âme, un lieu, et puis une organisation, et puis en faire quelque chose de standard. Alors, on l'a déjà fait pour les magasins, hein, quand tu vas dans les grandes villes, maintenant tu te rends compte que tu pourrais presque fermer les yeux et voir les mêmes magasins partout, donc on a déjà bien fait. Hein. Quand je dis bien, c'est pas que c'est bien du tout, mais j'espère vraiment que vous allez réussir à infléchir justement cette tendance-là et puis à faire en sorte qu'avec ce WTM, donc World Tour, de prôner une autre approche quand même. Mais moi, j'ai aucun doute, absolument aucun doute là-dessus. On est aujourd'hui dans un trend où les gens, si tu veux être un bon trailer, tu dois faire cette course à 4 lettres. Si tu veux être un, il faut faire ça. C'est juste une tendance. Quand les gens auront ouvert les yeux, que cette course-là, mis à part le départ et l'arrivée, où on est au milieu d'une ville, et puis la moitié, c'est des cars de Chinois, ou c'est des cars qui sont payés pour venir faire de l'ambiance sur place, et que tout est du bullshit. Quand les gens auront vu ça, et puis que quand ils sont au fin fond de la France, ou au fin fond de l'Espagne, il y a des vraies valeurs qui y sont, mais votre trail, il change mais complètement de tout au tout. Vous arrivez au bout de vos 75 kills ou 100 kills avec les gens de locaux, avec les gens qui sont sur place, qui vous font partager, qui vous encouragent, qui vous crient dessus dans les montées et tout. Mais ça a un autre goût, c'est un autre savoir, c'est un autre odeur. Vous faites le grand raid de la Réunion, vous êtes dans la jungle de tous les côtés, vous avez les gens sur place qui vous accueillent avec des bidons. Mais c'est du trail, c'est le vrai trail, de la passion, vraiment des régions, des paysages et autres. Et puis quand vous êtes avec ce truc-là qui sent le pognon à outrance,
Enfin, moi, j'ai honte. Je vais voir des collègues, des potes qui font cette course de l'autre côté, du côté Chamonix là-bas. Mais moi, j'ai honte. Mais j'ai vraiment honte qu'on en arrive à ça, simplement pour du blé. Et puis, pour le moment, il n'y a encore pas grand monde. Ça commence, c'est vrai, le monde du trail commence à réagir puis ouvrir les yeux en disant non, je suis pas un homme quand j'arrive à sauter dans mon slip à pieds joints, non, je peux être aussi un homme avant. Ben, c'est un peu la même chose, quoi. Ben, non, je peux aussi être un super trailer quand j'en ai fait 10 à travers le monde puis qu'il n'y a pas une fois la lettre le bye, bye. Et puis voilà, quoi. Effectivement, c'est très engagé, c'est très engageant en tout cas de t'entendre parler, de pouvoir avoir cette passion-là et d'appeler à l'éveil et justement au libre arbitre de chacun et puis pas forcément se laisser berner par du marketing, mais aussi Ouais. regarder quelles sont les valeurs qui sont réellement prônées par les événements auxquels on participe. Mais c'est tout à fait ce que tu dis, c'est exactement ça, c'est l'appel à l'éveil. C'est vraiment appeler les trailers à se réveiller, à l'éveil, de vivre l'événement sur site. Le trail, c'est ça. Sinon, vous êtes un coureur à pied, et puis un coureur à pied, vous courez. Mais vous courez 70 bornes de A jusqu'à Z, parce que sinon, vous n'êtes pas un coureur. Oui. Voilà. Et là, le trail, c'est pas ça. Le trail, c'est de profiter. C'est pour ça que le trail, on a le droit, c'est marqué. On fait de la marche, on fait de la course, on mixte, mais on profite des lieux, on profite des régions, des ambiances. Et c'est un enrichissement personnel qui est unique, qui est absolument unique. Je pense que c'est un des seuls sports dans lequel vous pouvez vous enrichir de ces passions des peuples qui sont différents. Et ça, si on perd ça, on perd tout. Effectivement. Ouais. On se retrouve dans cette fameuse avenue où c'est le magasin qu'on connaît déjà et on n'a en tout cas pas envie d'aller, donc on passe son chemin et on va faire autre chose. Exact. Voilà. C'est tellement plus simple que d'aller dans une grande ancienne que d'aller chez le petit chevrier du coin et puis qui vous sort sa tome de chèvre derrière les fagots qui vous la fait goûter directement que d'aller dans une grande surface dans laquelle vous avez 600 formes de fromage différents puis le gars qui est derrière il vous dit regardez par rapport à la couleur parce que moi j'en sais que dalle de ce que je vous vends. Donc, c'est ça. Je suis sûr qu'ils sont tous très bien. C'est sûr. Si on fait un pointage 30 jours avant cette manifestation, donc qui aura lieu le week-end du 7 au 9 juin, au niveau des inscriptions et des parcours, si on fait un récap au niveau des parcours, donc vous avez combien de distance? Alors, on a 16 km, 31 km, 51, 81 et 111 km. On a 5 distances à l'heure actuelle sur le panel du Suscania. Et au niveau des inscriptions, ça se passe comment? On peut encore s'inscrire ou il y a des catégories qui sont sold out? Non, alors à l'heure actuelle, on peut s'inscrire dans toutes les courses. On arrive gentiment dans certaines courses à la limite du quota qu'on s'était fixé. Voilà, on est heureux de voir qu'on a plus de 60% d'inscriptions en plus que l'année passée. On doit les gérer, bien sûr, ça c'est sûr aussi. Et puis, autrement, dans l'ensemble, toutes les courses ne sont pas équivalentes. Il y a des distances qui sont un petit peu plus faibles en participation que d'autres. Pourquoi, comment, c'est un petit peu plus compliqué à savoir ou à dire, je ne sais pas. Donc, mais chaque course a son histoire et chaque course a son évolution, ses tendances. 51 km par exemple cette année, alors que c'était une course qui était un petit peu dans le level en dessous des autres. Cette année, elle explose complètement et on ne sait pas pourquoi. C'est une course qui a quasi 100% d'inscriptions en plus et aujourd'hui, impossible de savoir pourquoi. Est-ce que ça serait lié aux têtes d'affiche sur lesquelles vous communiquez régulièrement, même pas forcément? Là, Non. je parle du 51 par exemple. Ouais, non, alors pas du tout, parce qu'on communique pas du tout sur les têtes d'affiche du 51, on communique beaucoup sur les têtes d'affiche du 111, parce que c'est un peu là qu'on a le haut du panier. Toutefois, on a des super performeurs aussi sur les autres distances, mais non, je pense pas, c'est justement, moi je le vois plus comme une évolution socio-sportive suite à Covid et autres, où les gens s'y sont remis. Comme on l'a dit, en 2022, c'est un petit peu... tout le monde a été un petit peu surpris de voir que le fait d'arrêter de faire de la course à pied pendant une année, on a un petit peu compliqué, c'est compliqué de reprendre derrière.
Alors, on se dit, ok, c'est bon, c'est fini, bon, le dos, ça s'arrête tout. Et puis en fait, bah, c'est un virus qui est assez compliqué à acheter, hein. Les antibiotiques, en tout cas, n'aident pas à acheter celui-là. Mais c'est assez facile de se remettre le pied à l'étrier, mais progressif. Donc on voit aujourd'hui qu'un 51, on est dans une course qui est déjà une course super intéressante. En termes de longueur, 50 km, il faut déjà aller les faire. Qui tutoie quand même gentiment chez nous les 3000, environ 3000 mètres de dénivelé, pas tout à fait. Donc on est dans quelque chose d'intéressant et je pense que l'année prochaine ou l'année d'après, ben, on aura une évolution du côté du 80 kg. Parce que ces gens se seront remis le pied à l'étrier et tout en disant maintenant je veux un jour ou l'autre me remettre aux 100 kg. Quoi. Donc c'est ça. Eh ben, je pense. Ça promet. Mais effectivement, ce 100 miles, j'ai hâte de voir comment vous allez le mettre sur pied et le parcours que vous allez proposer, associer, parce que ça promet de la grande bagarre quand même. Ça promet quelque chose de superbe. Bah, déjà, de pouvoir faire un 100 miles, là, chez nous, ça sera un 166 km avec 8200-8300 mètres de dénivelé. Donc, on est quand même, aujourd'hui, le Grand Raid de la Réunion propose ces distances avec 10 000. La Réunion, c'est une topo, quoi. Le Tour du Mont Blanc propose ça également avec un 10 000. Par contre, Mont Blanc, c'est aussi des autres pentes. Mais d'arriver à pouvoir proposer ça dans le Jura sans faire 14 fois la même montée, c'est un super challenge. Et surtout de découvrir tous les canyons, puisque c'est quand même notre leitmotiv, tous les canyons de cette région. Le parcours est vraiment extraordinaire à la base. Maintenant, la grosse problématique qu'on a dans ces régions-là, c'est l'acceptation de la part des services de l'État, de l'acceptation des parts des services de la faune et la flore, de l'acceptation de la part des forestiers, voilà, un peu, chacun tire un peu sa couverture à lui parce qu'on est encore dans des régions dans lesquelles tout le monde fait sa propre cuisine de son côté et puis on attend de voir ce que ça se donne, quoi. Bon, t'as bien teasé, en tout cas... Allez, va travailler, organise-nous une super édition pour 2025, mais d'abord, celle de 2024. Exact. Je te remercie infiniment d'avoir répondu à mes questions, Patrick. Je te souhaite une fabuleuse édition. Super, merci à toi et également. Et puis, salutations à tous ceux qui sont derrière le micro et qui sont auditeurs. Et puis, on se réjouit de vous voir trailer, pas seulement sur le Swiss Canyon, mais un peu dans tous les trails de la région. Et puis, avec cette passion de découvrir vraiment les régions, les produits des terroirs et les gens qui habitent dans ces régions. Génial. À très bientôt, Patrick. À bientôt, merci. Si cet épisode vous a plu, merci de lui laisser un avis 5 étoiles et partagez-le avec vos amis et votre famille. Me laisser un commentaire, c'est m'offrir l'occasion de m'améliorer pour continuer à être écouté par vous. D'ici la publication du prochain épisode, vous pouvez retrouver mes aventures sur le compte Instagram podcast Au-delà du mur. Portez-vous bien, allez à très vite, ciao.